Épisode 4, saison 2 de House of the Dragon, c'est le début de la guerre. La vraie guerre qui commence via une première bataille. Cette fois, c'est pas un affrontement isolé entre deux dragons et il y a une personne qui se fait tuer. Non, il y a une vraie bataille pour conquérir un château. On rentre dans l'épique, on rentre dans le dramatique, mais par la petite porte. Je dis pas que c'était mauvais, mais ce qui nous attend après, ça va être bien plus épique et bien plus dramatique. Là, certes, on perd un personnage, l'un des rares personnages auquel on peut pas reprocher trop grand chose sur le point de vue moral. Et puis on est quand même dans le côté épique, il y a une vraie bataille, il y a de l'armée, il y a du dragon, il y a de la technique de bataille. Voilà, il y a de l'affrontement de dragons comme je l'ai dit, les armées sont presque des spectateurs et là on rentre dans la première promesse de House of the Dragon avant même la diffusion du premier épisode où on nous disait vous allez avoir du dragon, ça va être des batailles comme vous ne les avez jamais vues. Oh my god! Wow! Après j'ai vu des gens qui me disent c'est encore plus fort que la bataille des bâtards. Fais pas ça. Je suis vraiment pas d'accord. Vous avez le droit de le penser, et peut-être même que vous avez raison, mais pour moi c'est incomparable. Peut-être c'est plus grandiose entre guillemets parce qu'il y a des dragons qui vont tuer des soldats en une seconde, ok c'est des pertes immenses, mais la bataille des bâtards, on voit les Stark qu'on suivait depuis 6-7 saisons, qui récupèrent leur château, la seule famille qui a des principes et des valeurs dans cet univers, qui récupère leur château après des morts et des morts. J'avais pas le même attachement moral. Mais bref, c'est pas le sujet, tout ça pour dire que c'était quand même quelque chose. C'était la première vraie bataille de Westeros. Ils ont pas triché. The war will be fought. Il y a plein de choses que je vais passer rapidement. Alicent, on comprend qu'elle est enceinte et que du coup, elle demande un remède pour avorter. Elle demande aussi au grand maître qu'il lui apporte le remède si Viserys voulait vraiment d'Aegon comme roi. Et la réponse du grand maître, pour moi, elle fait pas doute et j'ai l'impression que pour Alicent non plus, elle essaie vraiment d'avoir les avis de tout le monde. Mais tout le monde est du même avis et elle-même, elle est du même avis. Et on voit que là, toujours cette conversation avec Rhaenyra a eu des impacts des deux côtés. Mais on va y revenir plus tard. This war will not be won with dragons alone, but with dragons flying behind armies of men. No. Have him turn about. Toujours pas mal de scènes dans les conseils restreints, forcément on prépare la guerre. Hein. On va voir du coup dans le conseil restreint du côté des Verts, l'affrontement entre les deux frères, Aemond versus Aegon. Aemond il va vraiment prendre le lead et il va même plus s'en cacher, il va même plus faire semblant d'influencer son frère. Juste il l'écrase par sa présence, son charisme et son intelligence aussi, il faut le dire quoi. Ils vont même parler en valérien Aemond il parle en valérien pour dire à son frère « Écoute-moi », comme vous avez pu le voir dans l'épisode. Il commande Aegon clairement, et Aegon, il lui répond, t'as l'impression il cherche ses mots, il maîtrise mal son valérien, comme pour dire c'est pas lui le vrai Targaryen, c'est pas lui qui doit diriger, c'est pour mettre ça encore plus en avant. Et puis même ce qu'il répond, est-ce que je vais avoir à faire une guerre? L'acteur il est incroyable. Est-ce que c'est pas le sosie officiel d'Alex Lutz? Vous aussi, vous n'êtes pas obligé de faire la femme, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, de dire mais moi je peux que conduire la Smart parce que sinon j'arrive pas, vous n'êtes pas obligé. Il y a aussi cette conversation entre Alicent et Aegon. Aegon qui se fait écraser par sa mère, vraiment l'épisode il se fait respecter par personne et c'est pas fini mon pauvre gars. Aegon je le déteste de moins en moins, c'est-à-dire qu'au début tu le détestes vraiment parce que tu le trouves colérique et tout, et là il l'est encore, il réfléchit pas, mais j'en ai presque à avoir de l'empathie pour lui parce que il est entouré tellement de gens qui ont pas de morale, ils l'ont mis là, ils lui ont fait croire des choses, mais j'ai de l'empathie pour lui quand même. Et du coup sa mère elle va lui dire tu sers à rien, le mieux c'est que tu fasses rien, fais confiance à Otto, fais-moi confiance parce que nous on a régné et si on t'a mis là, on en a fait des sacrifices et en soi ce qu'elle dit c'est vrai, mais qu'est-ce que ça doit être douloureux à entendre et ça fait l'effet inverse, forcément et c'était prévisible. Aegon, il prend son dragon et il va aller rejoindre la bataille. On va revenir sur ça un peu plus tard. Rhaenyra revient de Port-Réal, du coup on apprend qu'elle a mis plusieurs jours à revenir, donc ok, est-ce que les durées de voyage redeviennent logiques dans House of the Dragon? Pourquoi pas, il y a une tentative un peu on se téléporte plus, c'est sympa. Ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'elle va
prendre position. Elle va plus être mitigée à attendre. C'était énervant. Elle était là en train de regarder le monde s'écrouler et dire non mais là j'ai un plan, je réfléchis. Et ce qu'on apprend c'est que elle a hérité de la paix de son père et avant Jaehaerys, donc ça fait elle a hérité de 80 ans de paix et il fallait être sûr qu'il y avait aucun moyen de la sauver avant de la renier cette paix. Donc c'est vrai que dans l'attitude dire fallait que je voie Alicent pour être sûr, c'est ridicule, mais le message derrière, il est puissant. Peut-être un peu mal amené par la série, si je peux faire cette petite critique, c'est que c'est un peu ridicule de dire fallait que je voie Alicent, mais finalement les raisons sont bonnes. Je peux pas renier l'héritage de mon père comme ça. Du coup, elle va être directive, comme je l'ai dit, elle va réaffirmer son caractère de Rhaenyra entreprenante, et elle va aussi révéler à son fils la légende. Elle va dire à son fils, voilà, on se bat pour unifier le royaume pour le bien et non pas juste pour une couronne. Contrairement à Alicent qui se dit je suis allé trop loin, il faut que je continue à me battre parce que je suis allé trop loin et puis j'ai pas le choix. Rhaenyra, on nous la présente comme j'ai une bonne raison de me battre, j'ai une raison qui dépasse toutes les raisons, c'est-à-dire la survie de l'humanité quasiment. Présenté comme ça, on pourrait se dire bon, enfin on choisit notre camp. En fait, les deux camps jusqu'à présent, c'était des méchants. Et là, quand même, on nous dit les noirs, ils sont gentils quoi. Le côté Rhaenyra, ils sont vraiment gentils. Mais ça reste quand même un truc de façade parce que elle-même, elle dit il faut que j'y croie pour me dire que c'est justifié qu'on aille se battre. C'est un peu un engagement de façade, ça coule pas dans ses veines parce que juste avant ça, elle y croyait à moitié à la légende que lui avait transmise son père. Et là, comme Alicent lui a dit que c'était les derniers mots de son père, elle se dit bon, ça doit vraiment être vrai. Ça sert un peu de justification pour aller se battre. Moi, en tout cas, je le ressens comme ça. Je me dis pas, c'est un truc qui coule dans ses veines et elle y croit vraiment. Et la suite de l'histoire pour moi, donne un peu raison à cette interprétation puisque la légende va se perdre un petit peu au final. Donc, c'est presque une excuse qu'elle se donne pour vraiment aller se battre et un peu sauver sa peau. Sinon, elle allait se faire tuer. Hein. Elle était obligée de toute façon de rentrer dans la bataille. Et pour moi, elle a déjà presque trop attendu en fait. On peut parler rapidement des hallucinations de Daemon qui voit encore Rhaenyra quand elle était jeune, il lui tranche la tête cette fois, elle lui parle en valérien. Donc voilà, Daemon il est vraiment en train de faire pour moi son adieu. On est vraiment en train de rentrer en profondeur dans ce qui fait son personnage, ses doutes, ses craintes, ses forces. Et ça donne naissance à plein de scènes. Du coup, c'est des hallucinations. Et les frontières entre hallucination et réel, elles sont très minces. Et même Alice Rivers, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si elle est réelle à cet instant T. Je ne prends pas en compte ce qu'on peut savoir dans les livres. À cet instant T de la série, on ne sait même pas si elle est issue de son imagination, etc. On voit juste que bon, elle a l'air de pas être issue de la noblesse de Westeros. Elle a l'air de venir d'un milieu plutôt modeste. Et on sent déjà qu'elle a un impact sur lui, alors qu'elle sort de nulle part. Toutes ces hallucinations de Daemon, toutes les personnes qu'il croit voir, il croit voir son ancienne femme à un moment, ça montre à quel point Daemon c'est un torturé et pour moi, il fait son chemin vers la fin. On voit la dualité qui peut exister entre lui et Aemond et pour moi, tout ça va arriver par la suite. Il y a une grosse bataille qui va arriver vers lui, ça c'est évident. Et Daemon, on voit que c'est un mec qui va finir en apothéose. Moi, là, vraiment, je me base que sur ça. J'ai l'impression qu'on est en train vraiment de rentrer dans l'essence même de Daemon via ses hallucinations, via son psyché, quoi. On sait très bien que quand tu commences à développer un personnage comme ça, tu vois à quel point il est torturé. Moi, je vois pas Daemon tuer tout le monde et régner sur Westeros. C'est pas l'essence même de ce personnage. Et puis tu as la fameuse bataille qui arrive. Moi personnellement, ce qui m'a le plus touché, c'est la souffrance des dragons. Malgré le fait que finalement, quand on y pense, la relation entre dragonnier et dragon, elle n'a pas été si développée que ça. Alors qu'on passe beaucoup de temps à développer les personnages, leurs relations entre eux, mais la relation avec les dragons, je l'avais pas trouvé tant développée. Malgré ça, j'ai eu de la peine quand les dragons, je les entends souffrir et tout, ça a fonctionné. J'ai vraiment eu de la peine et je me suis dit ah non, j'ai pas envie de voir mourir les dragons. Tuez tout le monde dans cet épisode, mais pas les dragons s'il vous plaît. On a vu quand même la technique des batailles, comment ce sont de bons dragonniers, contrairement dans Game of Thrones où certes il y a eu des dragons, mais la technique de dragonnier s'était perdue puisqu'on n'avait pas eu des dragons depuis longtemps. Et là, on voit surtout Rhaenys, elle joue avec les points forts de son dragon, elle a à faire 2 combats différents, elle va un coup jouer contre un dragon plus petit et après contre un dragon plus grand et elle va faire preuve de l'agilité de son dragon pour mettre des coups de griffe, etc. sous le ventre.
Et elle joue très bien, même si elle gagne le premier combat et elle va perdre entre guillemets le deuxième, elle a le dessus un moment et on voit que c'est une dragonnière pour le coup très expérimentée. Aemond au début perd un peu le face-à-face avec Rhaenys ou alors il fait semblant et il va l'attraper par surprise et la mâchoire de Vhagar qui va attraper Meleys et l'étrangler, on voit l'espérance de la vie qui disparaît dans les yeux du dragon, le contact qu'il y a avec Rhaenys, même si ça n'a pas été développé auparavant, vraiment leur relation, ça fonctionne. Et après quand on voit Rhaenys qui tombe dans les airs et qui dit adieu, etc., c'est puissant. Et Rhaenys, comme j'ai dit, c'est l'un des personnages à qui on reproche le moins de choses. Et ça fait un peu de la peine. Ça peut pas être un personnage préféré, en tout cas pour moi. Donc c'est pour ça que je dis qu'on rentre un petit peu dans le dramatique, parce qu'il y aura des personnages plus importants dans l'histoire qui vont sûrement mourir. Mais c'est une bonne mise en bouche, quoi. Il y a le mystère d'Aegon. Est-ce que Aegon est mort? Ce plan où Cole est là, se met à genoux, il constate un peu ce dragon mort et on nous laisse le suspense sur Aegon mort. Moi, je pense qu'il sera pas mort du tout, mais ce plan vraiment, il est magnifique. Il y a plein de jolis plans dans cette bataille où on voit un peu la supériorité des dragons, même quand t'as Vhagar qui va écraser les soldats qui sont de son côté. On voit à quel point les armées elles sont spectatrices et victimes. C'est des dommages collatéraux. La chose dont j'ai pas parlé, c'est le plan du coup que Cole avait mis en place avec Aemond, où vraiment le frère d'Alicent il comprend pas ce qui se passe, il se dit que Cole il est fou, et même moi comme je l'avais vu incompétent dans les derniers épisodes, je le prenais aussi pour un fou, mais en fait il a un plan avec Aemond, c'est qu'Aemond est censé arriver à la dernière minute, mais le plan il est mis à mal par Aegon, parce que Aegon lui il pète un plomb et il arrive dans la bataille, donc ça change tous les plans. Ça l'arrange pas, puisque au final, on voit qu'il veut le tuer, même à la fin. Bon, déjà, il le brûle avec Vhagar, parce qu'il dit à Vhagar, Dracarys, pour brûler son frère. Et puis après, on voit avec l'épée, il veut achever son frère qui est au sol, et c'est Cole qui l'en empêche. Cole va sauver la vie de son roi. Lui, vraiment, Cole, il peut être tout ce qu'il veut, mais il est quand même fidèle à son vœu de protéger le roi. Aemond! Et moi, ça me fait penser à une chose, est-ce qu'il n'y a pas eu un complot? Parce que quand Alicent, elle pousse Aegon à aller au combat parce qu'elle lui dit ne fais rien, mais elle connaît son fils, tout le monde sait que le mec il est impulsif et il veut prouver. Là, elle lui dit tu pourras jamais prouver, t'es nul. Forcément, il va partir à la bataille. Et moi, je me suis dit, c'est quand même assez osé parce que je vois pas Alicent comme ça, mais est-ce que Alicent, elle a pas dit à Aegon ne fais rien en sachant qu'elle allait faire? Et Aemond, lui, s'est dit il va venir et je pourrais le tuer sur la bataille en mode dommage collatéral. Pour que Aemond, même s'il a jamais vraiment voulu du trône, pour que Aemond soit sur le trône et qu'on prenne les bonnes décisions. Et ça ferait un peu un parallèle avec Alicent qui a voulu avorter d'un enfant qu'elle a dans le ventre, et en même temps, elle organise le meurtre de son fils Aegon. Voilà, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais bon, ça serait pas surprenant dans l'univers de Westeros, quoi.